Monsieur le ministre, chers collègues, rationaliser les agences publiques et les instances consultatives nationales. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Un beau titre pour cette proposition de résolution. Nous avons affaire à des auteurs pragmatiques, rationnels. Je n'aurai pas l'outrecuidance de les contredire, sauf à passer pour un huluberlu matiné de bolchevisme. Un titre en résonance avec cet article chaudement recommandé par le site En Marche, rationaliser l'action publique, ou en résonance avec la dernière réforme du règlement adoptée et discutée par la seule majorité qui promet de rationaliser, de fluidifier le travail parlementaire. D'ailleurs, qui pourrait être contre l'idée de rendre plus conforme à la raison la moindre organisation? Pour ce qui nous concerne, héritiers de la pensée rationaliste, certes un peu matinée de marxisme, nous devrions naturellement partager cette soif de rationalisation qui saisit le nouveau monde. Oui, mais sauf que l'expérience nous conduit à être prudents. Car derrière le vocabulaire dont abuse le pouvoir, derrière ces nouveaux mots, se cachent bien souvent des réalités qui peuvent s'avérer violentes. Un lexique de l'expertise, de l'efficacité, de la modernité, des mots qui peuvent accompagner et légitimer bien des mots MAUX. Les mots MOTS ont leur importance en ce qu'ils structurent la pensée du nouveau monde dont se réclame la majorité qui revendique ainsi d'appartenir au cercle de la raison si cher à Alain Menck. Mais ne perdons pas de vue, comme nous l'enseigne Pascal Durand, professeur des sciences de l'information, que je cite, que ces mots et expressions sont à la pensée ce que le chewing-gum est à la nutrition. Une mastication qui tournerait à vide si elle ne contribuait pas au conditionnement général des esprits du côté d'une représentation libérale du monde qui se pense et se donne les moyens d'être pensée et acceptée comme le nouvel horizon indépassable de nos sociétés post-industrielles. Que cache donc la rationalisation derrière ce mot? On constate que se dissimulent en fait le plus souvent des plans de licenciement avec leur cortège de difficultés, de drames et d'effets sociaux à long terme. Ceci étant posé, concentrons-nous sur la rationalisation que nous propose cette proposition de résolution. Il fallait bien que je donne d'abord quelques fondamentaux. Partant du constat d'un développement conséquent au fil du temps de divers types d'établissements publics et administratifs, les auteurs considèrent que l'empilement de ces structures nuit à la lisibilité, à la cohérence des missions, ainsi qu'à l'action des administrations centrales. Cependant, comme nous pouvions le craindre, sans vraiment nous renseigner, ils ne nous renseignent pas vraiment sur l'utilité des différents établissements publics, les auteurs semblent ne vouloir se concentrer que sur le coût qu'ils peuvent représenter. Ils s'inquiètent de la masse salariale de ces agences, de leur poids dans les comptes publics qui pèserait pour au moins 60 milliards d'euros en 2017, presque autant que l'évasion fiscale. Presque autant que l'évasion fiscale. C'est d'ailleurs pour les auteurs, je cite, le contexte difficile pour les finances publiques que nous connaissons, fin de citation, qui justifie la nécessité de nouvelles orientations pour rationaliser le recours aux agences publiques et instances consultatives. Nous pouvions le craindre, la novlangue et l'habillage rêvé. Nous aurions préféré que les auteurs se concentrent sur la nécessité de réfléchir à un recours plus pertinent aux agences, comme le préconisait le Conseil d'État dans son rapport de 2012 sur les agences, une nouvelle gestion publique. Point d'interrogation. Ce rapport considérait en effet que loin de représenter un démembrement de l'État, les agences peuvent au contraire le renforcer dès lors que certaines conditions qu'il identifie précisément sont réunies. Il est indispensable, nous en sommes convaincus nous aussi, en toutes circonstances et en tout endroit, de proposer, de préconiser de nouvelles façons de fonctionner dès lors qu'il s'agit d'œuvrer pour l'intérêt général, pour l'efficacité des politiques publiques et pour la satisfaction des attentes de nos concitoyens,
Dès lors, il convient de donner au Parlement les moyens d'évaluer la pertinence de chacune de ces agences qui dépendent de l'État et de ne pas simplement vouloir juger de leur bien-fondé au regard de leur seul coût. Le général de Gaulle jugeait que l'essentiel, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas ce qu'en pense le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte, mais ce qui est utile au peuple français. Une fois n'est pas coutume, nous partageons l'avis du général de Gaulle. L'utilité de l'agence publique ou de l'instance consultative nationale pour le peuple français, voilà ce qui doit nous préoccuper, l'utilité pour nous les parlementaires. Nous devons essentiellement veiller à ce qu'une nouvelle création d'agence publique ou d'instance consultative nationale ne serve pas à enterrer un problème, comme l'avait très bien noté en son temps Georges Clemenceau à propos des commissions. Une fois encore n'est pas coutume, nous partageons aussi cet avis, cette fois l'avis de Clemenceau, ce qui est rare. Aussi, faut-il nous montrer intraitables avec les commissions, comités, agences, conseils ou autres créés pour masquer l'inaction du gouvernement. Prenons un exemple tout récent. Les annonces du président de la République sur la transition écologique. En conclusion du grand débat, et alors que la question de la transition écologique était à la genèse de la crise des Gilets jaunes, nombreux étaient ceux qui attendaient des décisions fortes. Nous étions de ceux qui attendaient que le gouvernement nous propose enfin, pour la transition écologique, des mesures audacieuses qui s'adressent aux plus démunis, les premières victimes du dérèglement climatique. C'était sans compter sur l'immense audace du président et de sa majorité, leur audace à ne plus se cacher derrière la communication politique. Après la création, il y a à peine quelques mois, du Haut Conseil pour le climat, le président eut le coup de génie de créer un conseil de défense écologique et une convention citoyenne. Génial en effet, puisqu'existe déjà une bonne soixantaine de comités chargés de la transition énergétique. À l'heure où le Premier ministre veut mettre au régime sec les agences publiques qui emploient moins de 100 salariés, il faut décerner une palme d'or pour cette sublime manœuvre. Du reste, si nous devons nous préoccuper de la multiplication de ce type d'agences ou instances consultatives, nous devons aussi nous préoccuper du sort de celles qui sont aujourd'hui menacées. Prenons l'exemple de l'Office national des forêts, au cœur de la question écologique. Certes, a priori, l'ONF ne serait pas menacé par l'appétit de rationalisation du gouvernement, puisqu'il emploie aujourd'hui près de 9000 personnes. Et pourtant, le gouvernement travaille au démantèlement du service public forestier pour le confier au privé. C'est pourquoi, le 7 juin dernier, ces agents se sont à nouveau mobilisés après plusieurs années d'alerte pour dénoncer la privatisation de la gestion des forêts publiques qui se profile désormais de manière évidente. Les suppressions d'emplois se poursuivent quand, dans le même temps, l'Office se voit déposséder toujours plus de ses compétences. Les agents s'inquiètent à juste titre d'un rapport interministériel dont les conclusions ont été maintes fois reportées. Peut-être seront-elles dévoilées à la faveur de la torpeur de l'été. Elles viseraient, ces conclusions, notamment à confier la gestion des forêts communales à des prestataires privés. Le décret relatif à la simplification de la procédure d'autorisation environnementale soumis à consultation publique est aussi au cœur des inquiétudes. Et pour cause, les 4 axes traités par ce projet de décret malaxent les expressions chewing-gum, que la majorité préfère d'ailleurs qualifier de disruptives. Je ne résiste pas au plaisir de vous les livrer. Dématérialisation, mieux proportionné, rapidité, fluidification. Autant d'objectifs brandis pour permettre tout simplement de faciliter et accélérer la destruction de notre patrimoine forestier. Comment aujourd'hui ne pas se mettre en colère contre l'hypocrisie de ce gouvernement qui envisage purement et simplement de supprimer la consultation de l'ONF pour des opérations de déboisement dans les forêts publiques, pour décider d'autoriser ou non la transformation d'une forêt en zone commerciale ou en lotissement. L'État se passerait donc de l'ONF qui protège et gère les forêts depuis des siècles, comme le soulignent à juste raison les syndicats. Oui, hypocrisie d'un gouvernement qui nous demandait la semaine dernière de lui accorder sa confiance en nous promettant une accélération sur l'écologie et qui prend dans le même temps des mesures pour faciliter le changement d'usage des sols, qui est pourtant la première cause de la disparition de la biodiversité. Je ne peux malheureusement poursuivre sur ce sujet qui mériterait à lui seul un débat, mais je crois qu'il fait la démonstration de la nécessité de la bonne foi dans le traitement de ce sujet que nous propose le groupe UDI. Effectivement, il faut de la bonne foi. Si nous ne doutons pas
de la bonne foi des auteurs de cette proposition de résolution, permettez que nous mettions très sérieusement en cause la bonne foi du gouvernement quand il nous dit vouloir rationaliser les agences publiques. Combien d'agences publiques laissera-t-il au bord du chemin, malgré leur utilité évidente? Pour combien? Pour mieux installer des organes qui ne servent qu'à camoufler son inaction ou son désengagement.